Hey, bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Marois, bienvenue. Dernière capsule au-delà du ciel, l'envers du décor, qui comprend les derniers chapitres 18, 19, 20 et 21. Alors, si vous vous souvenez bien, dans la dernière capsule, Éloane était dans la librairie café avec Chloé et Emma et elle a emmené Nathan. Elle a retrouvé Nathan, en fait, là, qui avait été enlevé par Liv et qui était blessé, faible. Alors, il a été ramené à la maison. Et par la suite, elle a eu un beau songe qui a fait qu'elle a rencontré pour vrai son père. Le chapitre se terminait de cette façon-là. En fait, si vous vous souvenez bien, dans les autres capsules et dans le roman, on ne sait pas trop ce qui est arrivé au père. On pense, en tout cas, Eloane pense qu'il est disparu complètement, parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, il n'a pas donné de nouvelles, puis il est parti, puis ou il est disparu, puis ils n'ont jamais eu de nouvelles. Puis il avait arrêté de chercher, justement. Et dans le chapitre 18 qui s'intitule Papa, c'est vraiment un chapitre où on va en apprendre plus sur l'aventure de son père, qu'est-ce qui est arrivé à son père. On va en apprendre un peu plus sur la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est passé derrière cette disparition-là. Parce que dans le fond, ça n'en est pas une, vraiment. C'est plutôt, c'est ce qu'elle va apprendre, entre autres, que son père a quitté sa mère pour aller avec quelqu'un d'autre. Et cette quelqu'un d'autre-là, vous savez c'est qui? C'est Liv. En plus d'avoir l'impression d'avoir été abandonnée par son père, elle va devoir choisir si elle veut l'aider. Parce qu'en fait, quand elle va se présenter sur place, c'est un endroit spécial. Son père à moitié humain, à moitié entité, à ce moment-là, elle va devoir écouter ce qu'il a à dire. Et en fait, c'est là qu'ils, justement, ils déballent tout ce qu'ils ont à se dire. Puis finalement, après ça, elle va devoir décider si ça peut l'aider. Parce que c'est Eliana Lisbeth en devenir, si on veut. Et c'est elle, avec le Sphinx, qui va être capable de l'aider, son père, de passer, l'aider à passer en fait, à une autre étape pour pouvoir être avec Liv. Sauf que c'est tout est dans ce chapitre-là. La dualité, l'espèce de bataille intérieure, l'espèce de rejet, l'espèce de trahison qu'elle a l'impression que son père lui a fait. Ben à ce moment-là, elle va être confrontée à ça dans ce chapitre-là. Puis c'est là qu'elle va comprendre les vraies raisons. Elle va devoir prendre une décision qui va être déterminante pour elle. C'est sûr qu'elle a de la rancœur, mais elle aime son père. Il va lui demander de lui donner le sphinx. Mais en fait, c'est pas vraiment lui qui va lui demander, ça va être Liv. Liv va toujours revenir à la charge pour avoir le sphinx. Parce que le sphinx, comme on l'a appris dans l'autre chapitre avec Chloé, c'est un objet, un talisman qui existe depuis des millions d'années et qui peut donner la vie éternelle. Sauf que dans les mains d'Eliana Lisbeth, dans les mains d'Éloane, il va devenir plus que ça. C'est ce qu'on va apprendre dans les prochains chapitres. En fait, il va devenir, euh, si on veut, la porte ouverte pour devenir la reine des damnés à travers le cercle de l'Ouroboros, mais aussi celle qui va permettre aux âmes qui sont en attente d'entrer soit dans l'enfer et le paradis. Ce talisman-là donne le pouvoir à Eloane de faire passer les âmes à l'endroit où ils veulent aller, soit dans ce qu'on appelle le paradis ou soit dans ce qu'on appelle l'enfer. En fait, il n'existe pas, c'est un état d'âme, mais c'est comme si c'était tout avait été arrêté en fait depuis que euh, Liv, en 1800 quelques, avait décidé de ne pas prendre la charge. Alors son père lui demande d'affranchir son âme pour qu'il puisse rester avec Liv, s'en occuper, prendre soin de Théo également. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est humain, sauf que Liv ne l'est plus depuis des années. Sauf qu'elle avait, en fait, elle a la vie éternelle, mais c'est pas une humaine. Elle est capable de prendre une forme humaine ou de prendre un corps humain, tout ça, sauf qu'elle n'est pas humaine. Alors, son père lui demande, malgré toute sa rancœur, sa peine, tout ce qu'elle ressent de négatif,
il lui demande de lui donner, en passant avec le Sphinx, de lui donner la vie éternelle. Et c'est dans cette bataille intérieure-là qu'Éloane va devoir choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. Ça fera pas son affaire, là, c'est sûr, 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 parce que son père, elle voudrait qu'il revienne avec eux, qu'il puisse voir Emma et tout ça. Sauf que elle va prendre la décision qui va être déterminante pour elle, la décision de se libérer. Ne pas, elle va libérer son père, mais elle va se libérer elle. Elle va le faire pour elle. Ça va être un pas déterminant pour elle pour devenir encore plus Iliana Lisbeth. Parce que Éloane a à l'intérieur d'elle toutes les prédispositions pour être une bonne médium, même si elle ne veut pas l'être. Elle a le Sphinx qui lui permet de faire plus. Ça permet d'être la reine des damnés, ça va lui permettre aussi de devenir la Iliana Lisbeth encore plus, avec plus d'affinité pour aider les gens. Donc la fin du chapitre, c'est en fait Éloane qui va libérer son père, elle revient à elle, et à ce moment-là, toute sa famille est là, proche à côté d'elle. Et Emma, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emma, elle avait été, à un moment donné, on l'avait perdue après l'incident de la librairie café, parce qu'elle avait le collier dans le cou. Elle revient comme si rien n'était, ou à peu près, presque, on va dire. Le chapitre 18 se termine de cette façon-là. Le chapitre 19, qui s'appelle « Le sacrifice », en fait, c'est la suite. C'est quelques jours après. Éloane se repose dans son lit, puis c'est toujours là que ça arrive des songes ou des personnes qui lui apparaissent, parce que c'est au moment où elle est le plus ouverte qu'elle ne se rend pas compte, elle est comme dans son demi-sommeil. Et alors, à ce moment-là, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui a un petit chapitre juste pour... en fait, il est dans le petit chapitre. C'est là qu'on en apprend un peu plus. C'est Sophia. Et cette petite fille, Sophia, lui demande de venir avec elle. Elle a des choses à lui montrer. Et là où elle l'amène, c'est dans le cimetière. Dans le cimetière, elle rencontre Stella et Léon. Et c'est là qu'il se passe des choses. Elle va apprendre que Léon, c'est le père de Stella, le père de Sophia et le père de Liv. Et elle va en apprendre plus sur les circonstances qui ont fait que Léon et Liv ont la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle va apprendre que Stella et Sophia ont été sacrifiées, leur âme a été sacrifiée, leur paix a été sacrifiée pour pouvoir donner la vie éternelle. Désolée, c'est mon chien. C'est ça, pour pouvoir donner la vie éternelle à Liv et à Léon. Éloane va en apprendre plus là, sur les circonstances, comme quoi que c'était dans un incendie, qu'ils sont décédés, que Léon, fou de tristesse, s'en remettait pas, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le cercle de l'Ouroboros qui lui ont proposé. C'est un cercle obscur, on ne sait pas trop, mais finalement, eux, lui ont proposé cette chose-là, puis lui, il a accepté. Il a accepté parce qu'il voulait surveiller Liv. Donc, il a sacrifié l'âme de ses deux autres enfants. Éloane, naturellement, est en colère. Elle trouve ça extrêmement injuste. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'important. Éloane a toujours renié jusqu'aux derniers événements. Et la Iliana Lisbeth commence, si on veut, à entrer en elle. Elle la laisse, ou on peut dire ça autrement, elle la laisse un peu plus sortir. Et dans ce chapitre, elle va devenir une passeuse d'âme. Pour ceux qui connaissent un peu les passeuses d'âme, ça existe pour vrai. C'est des médiums qui sont capables d'intercéder, si on veut, là, pour faire passer une âme qui est décédée vers la lumière. C'est quelque chose d'hyper important et quelque chose d'hyper beau. Et c'est ce qui arrive dans ce chapitre-là. Il va en venir un moment donné où elle va offrir à Stella et Sophia de retourner dans la lumière et elles vont y retourner. Alors, juste d'y penser, ça me rend émotive parce que c'est quelque chose qui existe pour vrai.
Les vrais passeurs d'âme, ceux qui sont capables d'être médiums, qui sont médiums en fait, qui sont capables de le faire, c'est des personnes qui ont une belle, comment je pourrais dire, qui ont une belle mission de vie. Parce qu'ils sont capables d'aider les gens, les défunts qui ne sont pas dans la lumière, qui sont perdus. Alors, Éloane, dans ce chapitre-là, devient de plus en plus ce qu'elle doit devenir dans l'avenir. Et c'est à ce moment-là, quand elle voit la lumière, qu'elle comprend des choses. Elle en veut, c'est sûr, à Léon, mais en même temps, elle comprend que sa mission est plus grande que de savoir ce qui s'est passé avec son père, de Liv qui est toujours après elle pour avoir le sphinx, puis pour vous, tu sais, qui est méchante. Elle comprend que sa mission, c'est plus que ça. Puis c'est ça qui fait la beauté du livre, en fait. C'est une quête pour trouver sa vérité à elle, mais aussi pour comprendre qu'il y a plus grand qu'elle. Alors, quand elle termine ce processus de passage de l'âme, des âmes, elle revient à la maison et elle en parle avec Tristan et Chloé. Emma arrive sur l'entrefaite parce que là, c'est la journée du bal. Elle commence à se préparer avec sa cousine, son cousin. Nathan vient la chercher. Et au moment où elle doit quitter pour partir, sa mère veut la voir dans sa chambre et lui donne un médaillon. Un médaillon en or blanc dans lequel il y a 13 pierres et autour, il y a le serpent de l'Ouroboros. Éloane, au moment où elle reçoit ça, elle est contente, mais en même temps, elle ne comprend pas. Et au moment où elle le met, c'est comme si c'était... En fait, c'est comme si elle avait un voile devant le visage. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte là, de ça. Elle part, contente, avec sa cousine, son cousin et son copain, le beau Nathan, pour aller au bal. Et ça se termine comme ça, le chapitre. Le chapitre 20, qui se trouve à être le bal, c'est un chapitre que j'ai vraiment aimé. Ben, je les aime toutes. Là. Je dis souvent dans mes autres capsules, je les ai toutes aimées les écrire. Mais j'ai aimé ça parce que le lieu existe pour vrai. Ça se trouve à être le phare qui est ici, pas très loin de chez nous, qui m'inspire beaucoup. Et il y a beaucoup de choses étranges aussi qui se sont passées à cet endroit-là. Et c'est un phare qui existe depuis au moins les années 1700, 1800, au moins 1700. Et ça fait 300 ans au moins qu'il existe. Alors, je me suis inspirée de ce phare-là pour inventer, si on veut, là, la fin du bal à cet endroit-là. En fait, le bal, la fin de l'école, à cet endroit-là. Et j'ai fait ça sous le terme de... c'est une époque que j'aime, l'époque de Marie-Antoinette. Alors, les jeunes filles, les jeunes garçons arrivent. Alors, au moment où le directeur lève son verre et tout le monde se félicite d'avoir passé une bonne année, d'avoir eu leur diplôme, Éloane se retrouve au-dessus d'elle. C'est comme si elle faisait un rêve éveillé, elle se voyait au-dessus d'elle et c'est là qu'elle voit, elle a une vision qui se trouve à être sa sœur Emma. Elle voit Emma dans un endroit qu'elle ne connaît pas, qui semble être un endroit souterrain. Alors, à ce moment-là, elle décide d'agir, sauf qu'elle veut agir seule. Elle ne veut pas impliquer Nathan, elle ne veut pas impliquer ses cousins et cousines. C'est quand même le soir du bal. Alors, à ce moment-là, elle invente une raison pour laisser loin sa famille. Elle va se promener dans les souterrains un peu n'importe où. Elle ne saura pas où aller. Finalement, elle va trouver un endroit spécial qui va lui dire à ce moment-là que c'est vraiment à cet endroit-là qu'elle doit être. Ça se trouve à être l'endroit où il va y avoir des pétales qui vont éblouir, pareil comme dans l'église. Puis au milieu, il va y avoir Emma. Alors, elle va entrer à toute vitesse à cet endroit-là pour aller sauver sa sœur, qui est presque inconsciente. Et sortie du tréfonds de l'enfer, Liv arrive. Les 3 hommes de l'Ouroboros sont là également et somment Éloane de respecter le contrat pour devenir la grande Iliana Lisbeth, la reine des damnés. Et Éloane est comme... Elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver sa sœur. Son père arrive. Amène Emma dans ses bras, la met tout près de Éloane. À ce moment-là, Liv
veut prendre le contrôle. Et j'ai envie, juste pour le plaisir, de vous lire le passage où tout ça se passe. Juste pour vous mettre dans l'ambiance de cet endroit lugubre-là, étrange. Et parce que j'ai l'impression que des fois, de mes mots, quand je vous raconte des choses, c'est pas aussi bien qu'écrit. Naturellement, on a toute notre dada, puis moi, c'est d'écrire. Quand c'est le temps de parler à une caméra, c'est une autre affaire. Alors, je vais vous lire le passage, là, qui est quand même un petit paragraphe, là, mais juste pour votre plaisir, puis le mien aussi, naturellement. Un horrible hurlement froissa les parois de la grotte. Le rayonnement cogna sur chacune de ses fissures et ricocha comme pour prendre de la force, apportant avec lui toute la rage et le désespoir d'Éloane. Elle ramena le sphinx vers elle pour ensuite l'écraser sur son thorax, à l'endroit même où avait été placé le collier que sa mère lui avait donné pour le bal. Et dans un énorme bourdonnement, il fusionna avec l'Ouroboros. Une superbe éclair blanche la traversa pour ensuite l'entourer complètement. Elle racla ensuite le sol pour tout éclabousser sur son passage. Et l'homme de l'Ouroboros a crié « L'amulette du livre de la création en lettres hébraïques anciennes, employée à l'origine du temps. Tu es et seras la plus sage des sages, celle qui est hors d'atteinte des esprits, des démons, celle qui apporte le calme et la tranquillité et engendra la barrière entre les morts et les damnés. » Éloane avança ses mains et la plaça sur le cœur de Liv. Le sol trembla. Les parois rocheuses de la grotte commencèrent à s'effriter pour abattre tout ce qui se trouvait autour d'eux. Les flammes se dégageant de leur profondeur transportaient avec elles la larve brûlante des âmes en colère. Dans un ultime cri, Éloane poussa Liv de toutes ses forces. De ses paumes telles des crochets invisibles et translucides, elle empoigna son âme noire, la broyant lentement, attendant sagement qu'elle se consume, pour ensuite ne faire qu'un avec les esprits damnés qui réclamaient leur dû. Le silence, complice et volontaire, s'installa un court instant pour assister à cette grande réparation. Éloane lâcha Liv. Son corps éthéré, flottant dans le vide, des milliers de mains l'agrippèrent pour l'amener avec eux dans les sombres profondeurs de la noirceur éternelle. C'est ce qui termine le chapitre 20. De par ses actions, elle va condamner Liv. Et il y a l'épilogue de l'ange, le chapitre 21, qui n'est qu'une page, où M. Henry parle avec Éloane. On en comprend aussi qu'Éloane s'est dépassée dans toute cette chose-là, que sa vie, ce n'est pas seulement qu'une vie de médium, où il va y avoir des fantômes, puis des défunts, puis des trucs pas toujours intéressants à voir. Sa vie, c'est plus grand qu'elle-même. C'est une quête pour son identité, une quête pour savoir qui elle est, parce qu'en fait, elle a 17 ans, puis elle se cherche. Et c'est aussi une quête pour devenir véritablement ce qu'elle est dans la vie. Une médium qui va devenir passeuse d'âme, éventuellement. Alors, voilà pour Au-delà du ciel, tome 1. Ça se termine quand même bien, comme je disais tantôt. C'est ce que je voulais, donner une note d'espoir. Et à la fin, dans certaines copies de mes romans, j'écris aux gens qui lisent, qui vont lire ce livre-là. En fait, c'est une note d'auteur qui parle d'être fier. D'être fier pour ceux qui sont médiums. C'est pas toujours facile, mais d'être fier de ce que vous êtes parce que vous êtes des lumières dans la nuit. Et que si tout ça vous arrive, c'est pas un hasard. C'est parce que vous avez une mission de vie derrière tout ça. Alors, il faut le prendre au sérieux.
il faut trouver de l'information, trouver des choses pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous rassurer, parler avec des gens, parler avec d'autres médiums, pour trouver justement qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour aider. Parce qu'il y a le monde du visible, mais il y a le monde de l'invisible également. Ce monde-là, il est beau, il faut apprendre à le connaître, puis c'est pas tout comme dans les films d'horreur, c'est ça qu'il faut penser. Alors voilà, dans le premier roman, je voulais revenir un peu là-dessus, là, ça m'a permis de créer ma première, comment je pourrais dire, écriture de longue haleine. Ça n'a pas toujours été facile, ni pour les gens autour de moi, ni pour moi-même, de toujours vouloir persister, à continuer à écrire. Ça a été très demandant pour moi, mais pour ma famille aussi. Ça a été une belle aventure que je continue dans le tome numéro 2. Et ça m'a permis, à travers cette écriture-là, en fait, de me trouver une manière de travailler, c'est sûr, de savoir de quelle façon qui j'étais comme en tant qu'écrivaine, et de me trouver une façon, en fait, mon créneau à moi. C'est sûr que j'ai des projets pour écrire des romans autres que ésotériques, mais c'est mon dada. On va dire en bon québécois. C'est mon dada. J'adore ça. Je patauge là-dedans depuis que pas que je suis jeune, mais que je suis pas mal adolescente, puis il m'est arrivé des trucs, comme je vous ai déjà raconté. Et j'ai l'impression que je vais en avoir encore. Il m'en arrive encore. C'est des choses je parle avec ma famille, mes amis, tout ça, que je suis peut-être pas prête à vous raconter encore, mais il n'est pas dit que dans mon deuxième livre, il n'y a pas des choses qui me sont arrivées, que j'ai décidé de coucher sur papier en faisant vivre ça à Éloane. Parce qu'au départ, comme je vous ai raconté, c'est inspiré de faits vécus. Tout ce qui est dedans, c'est des choses qui m'ont inspiré, ou que les gens m'ont inspiré, ou qui me sont arrivées. Mais naturellement, c'est pas la chose exacte qui est arrivée. Des fois, c'est des choses que j'ai inventées, mais la base est vraie. Alors, voilà pour le tome numéro 1. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. Ça m'a fait plaisir de vous entretenir dans ces petites capsules-là. Pour moi, c'est une première expérience aussi au niveau du vidéo. C'est pas parfait, on le sait. Je parle, je suis pas une animatrice de télévision, loin de là. Par contre, j'ai mon esprit créatif là, qui a couché sur papier un beau livre. Le deuxième s'en vient, puis le troisième, il mijote dans mon cerveau. Mais le deuxième devrait sortir d'ici le mois d'avril, peut-être mai. En fait, d'ici la fin avril, peut-être le mois de mai 2022. Si tout va bien, je suis encore en correction et c'est long. Et pour le tome numéro 2, si je peux vous donner un petit peu d'informations, de détails et de petits scopes par rapport à ça. Le tome numéro 2 va s'appeler encore Au-delà du ciel, tome numéro 2. Va sortir sur Amazon, comme je disais, là. Et ça va impliquer les mêmes personnages. Par contre, ça va être 1 an plus tard. Il va s'être passé quelque chose, on va le savoir au début du roman, du deuxième, et qui va faire en sorte que, naturellement, ça va être l'univers d'Éloane. Donc, c'est un univers qui va être lourd. Malgré tous les progrès qu'elle a fait dans le premier, ça ne veut pas dire que dans le deuxième, elle va les garder puis qu'elle va les avoir fait évoluer. Au contraire, elle va avoir peut-être même régressé. Parce que, vous savez, le troisième œil, toutes ces prédispositions-là, c'est une question d'énergie. Quand on n'est pas disposé pour le faire évoluer, il va rester stagnant. Mais c'est un peu ça qui est arrivé à Éloane dans le deuxième. Alors, on va commencer avec l'histoire avec une Éloane qui ne sera pas trop positive, encore une fois. Va traîner encore une rancœur par rapport à des événements qui vont s'être passés. Et il va y avoir d'autres personnages qui vont entrer dans le décor. Naturellement, Éloane n'aura pas le choix d'assumer le fait qu'elle est une Éliana Lisbeth, même si elle en a très peur encore. Et elle va devoir s'assumer avec tous les inconvénients et les bonnes choses aussi là, qui vont avec. Il va y avoir, peut-être je pourrais vous le dire, là, j'en ai parlé à presque personne au niveau de mes personnages, mais il va y avoir d'autres personnages, dont une qui va s'appeler Camélia,
Camélia, ça va être une jeune enfant qui va être dedans. J'aborde des thèmes quand même pas trop faciles parce que je veux pas en parler. J'aime mieux le dire, pas le dire, là, mais c'est un thème quand même assez fragile au niveau de l'avortement. Tiens, je vais le dire. Au niveau de l'avortement, j'aborde ce sujet-là dans le livre, entre autres, là, mais au niveau spectral, au niveau de l'autre côté. Et c'est ça. Il va se passer des trucs. Il va y avoir aussi un nouveau personnage qui s'appelle Tante Emeline. Tante Emeline, ça se trouve à être, si vous vous souvenez dans le chapitre 1, c'est avec la conjointe de Léon, qui s'appelle Emeline, qui n'était pas dans le premier chapitre, dans le premier roman, c'est-à-dire, puis j'ai décidé de la faire venir juste dans le deuxième. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'une grande complicité entre les sœurs Emeline, avec la mère d'Éloane et de Emma, et avec Claudia et Juliette. Ça va être spécial, vous allez voir. Alors, voilà. Je vais mieux arrêter ça là parce que je vais vous dire toute l'histoire là, pour mon deuxième roman. Alors, voilà. C'est ce qui résume, entre autres, là, le deuxième... c'est ce que je peux vous dire, en fait, là, par rapport au deuxième tome. Fait que je vous remercie encore une fois d'avoir écouté mes capsules. Je vous demande d'être indulgente parce que je ne suis pas professionnelle, mais en fait, moi, c'était parce que ça m'avait été demandé de faire un petit plus au niveau des capsules YouTube pour donner de l'information, pour donner des petites anecdotes. Et c'est sûr que là-dessus, j'en ai donné, mais j'ai une certaine retenue parce que je ne suis pas, je ne me vois pas comme médium. Tout ce que je vous raconte, comme je vous disais, au risque de me répéter, c'est des choses qui m'ont été racontées, que j'ai vécues. Mais je ne suis pas, je ne veux pas me prétendre l'être médium parce que ce que je ressens, tout ça, c'est vraiment embryonnaire par rapport à certaines personnes qui, eux, vraiment, là, je veux dire, ils ont vraiment le don développé. Et c'est ça. Moi, c'est plus à travers l'écriture que je me fais plaisir en écrivant des trucs comme ça, en m'inspirant de ma famille, en m'inspirant de mes gens autour de moi là, qui ont vécu des trucs, puis à un moment donné, j'ai dû me gratter la tête parce que je savais pas quoi faire avec ça, parce que quand ça arrive dans ta famille, puis la famille, les gens sont comme un peu désespérés par rapport aux choses qui leur arrivent, il faut que tu trouves une solution. Comme je dis souvent, c'est pas comme quand tu as une blessure, tu t'en vas à l'hôpital, puis ils vont t'aider. Tu as un cancer, ils vont essayer de t'aider, tu as un bras cassé. Tandis que là, quand c'est des entités que tu vois pas, puis que l'autre personne te raconte, tu veux aider la personne qui est désemparée ou je veux dire, qui ne sait pas quoi faire, à ce moment-là, il faut que tu ailles fouiller dans tes livres. Si vous verriez les livres que j'ai ici, il y a beaucoup de romans. Par contre, il y a beaucoup de livres d'informations. Alors, si vous êtes intéressé à me suivre sur YouTube dans ces capsules-ci, par contre, si vous êtes intéressé à mon livre, il est vendu en format papier et format électronique sur toutes les plateformes au Québec. Et puis, c'est sur Amazon également. Les mêmes choses là, en version électronique et en version papier. Si vous êtes intéressé aussi à me suivre sur Instagram, c'est sur le titre Au-delà du ciel. Sur Facebook, c'est Chantal Marois, auteur. Ça va me faire plaisir de vous parler. Vous pouvez me parler en privé, là, il n'y a pas de problème. Et j'ai un podcast entretien avec l'auteur Chantal Marois qui est sur Spotify, si ça vous intéresse. Et également un blog, chantalmaroisauteur.net. Si ça vous tente de lire autre chose aussi, là, mes textes à moi qui sont écrits depuis des années, là, que je place tranquillement pas vite là, sur le site. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ces belles capsules sur le roman Au-delà du ciel. Et je vous dis peut-être à la prochaine pour le tome numéro 2. Au revoir.